Apéro spécial Pélican. Hello. Ouais, bah là, c'est plus que corbeau là, mais ça vole bas en ce moment. Ah, là, c'est mazout, hein. Oh là là, ouais, ça vole très bas. Voilà, Nous sommes d'accord. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va plutôt pas mal. Le petit dimanche, on va essayer de finir le dimanche en souffrance en attendant le lundi, quoi. Eh oui, on accompagne les gens en veille de meilleurs jours de la semaine. Évidemment, c'est un classique. C'est ça. On espère que vous allez bien, vous aussi. Vous l'avez vu, c'était le All-Star Break. Chacun a pris des petites pauses. Il y en a qui ont dit « Oh, il n'y a pas d'apéro, qu'est-ce qui se passe ?» On a quand même eu un top 10 all-time, on a pu discuter. La deuxième partie de saison a déjà démarré. On va pouvoir bien s'ambiancer jusqu'au 15 avril, à peu près avant le début des playoffs. Et donc, reprendre les sujets d'actualité. Alex, on voulait se pencher sur nos amis les Pélicans parce que dans l'actualité récente, il y a eu plusieurs choses. On a vu le transfert de CJ McCollum, son arrivée, quelques premiers matchs dont on va pouvoir reparler, mais surtout le point d'entrée là, c'est la situation de Zion Williamson. Remettons le contexte tout de suite, je vais te tendre la perche. Il y a eu un copain qui a déjà joué à New Orleans, qui a fait une petite intervention télévisée il y a quelques jours. Ouais, monsieur JJ Redick, Jean-Jérôme pour les intimes. Ouais. Un sniper, hein. Quand il jouait, c'était un sniper. Bah, ouais. Maintenant qu'il joue plus, c'est toujours un sniper en fait. Hein. Tout à fait. Excellent dans ses podcasts d'ailleurs aussi. Ouais, podcast très très bon. Et là, il était invité chez First Take, quoi, l'émission First Take sur ESPN. Je crois que c'est First Take, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, avec Stephen A. Et on lui sort une quote récupérée, donc exposée sur ESPN et récupérée par First Take, une quote de monsieur CJ McCollum. Tout à fait. Où McCollum, sur Zion, il est interrogé depuis qu'il est arrivé au Pélican. Et en gros, McCollum dit j'ai parlé avec des gens proches de Zion, mais je n'ai pas encore parlé avec Zion. C'était il y a 5 jours de ça, hein, au moment où on parle à peu près. Hein. C'est important la chronologie parce qu'après il va se passer pas mal de choses. Ouais. Et du coup, ça demande son avis à JJ Redick sur ça, quoi. Et là, JJ Redick, c'est plus le sniper. Là, il sort le lance-flamme. Là. Franchement, il sort le lance-flamme. L'autre, il fait OK. Waouh. Ah bah c'est normal, hein. JJ Redick, il était passé, déjà qu'il avait lâché une belle sur David Griffin précédemment quand il était parti, donc dans son podcast il avait dit qu'il avait été transféré à Dallas. Il y a un antécédent notamment sur le fait qu'il n'a pas été traité de manière respectueuse selon JJ Redick, et qu'il s'était déjà, en termes de chronologie comme tu le disais, il s'était déjà exprimé dans le vestiaire de New Orleans, JJ Redick, devant Zion Williamson, en disant notamment qu'en termes de leadership et de ce qu'il fallait faire, fallait un petit peu se retrousser les manches parce qu'un franchise player, ça prend aussi des positions. Et donc là, d'avoir un joueur de la stature et de la carrière de CJ McCollum, qui est quand même un joueur respecteur NBA, président de l'association des joueurs, et il n'y a même pas le moindre contact, c'est vrai que c'est pas du tout comme ça que tu veux démarrer l'acquisition et l'intégration d'un joueur dans ton effectif quand même. C'est vrai que c'est extrêmement bizarre. Redick, lui, il sort carrément le lance-flamme, il a quand même dit « This shows a complete lack of investment in your team, in the organization and in the city ». Donc le mec, je traduis pour ceux qui n'auraient pas mon super accent fluent. Hein, il a dit grosse merde. Il a dit en gros que ça montrait un vrai manque d'investissement dans l'équipe, dans l'organisation, la franchise quoi, et la ville, carrément la ville, tu sais, genre l'autre. La région, l'hémisphère nord et la galaxie avoisinante. C'est ça. Zion Williamson n'est pas un être humain. Ouais, tout à fait. Ça, on le savait déjà. Ça, on le savait, tout à fait. Mais même, en plus, là, tout à fait, de ce que tu rapportes, il y a ce mot qui, moi, je t'avoue, m'a pas mal marqué, c'est le mot détaché, que sort JJ Redick, où il dit que le joueur, Zion Williamson, est un phénomène absolument indéniable, on l'a vu, All-Star dès sa deuxième saison, mais alors, par contre, coéquipier détaché, c'est là qu'on en revient à toute cette chronologie dont tu parlais. Zion Williamson, rappelons-le, il a joué avec les Pélicans pour la dernière fois en mai 2021, c'était à la fin de la saison régulière de la saison précédente, n'a toujours pas joué cette saison, et au-delà du fait de ne pas jouer, parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas mais qui restent proches de leur groupe, on voit Jamal Murray par exemple du côté de Denver, on voit, même si on apprécie ou pas, Kawhi Leonard qui a été présent sur le banc, là avec Zion on l'a vu parfois, mais on a eu aussi dans des workouts entre coéquipiers avant que la saison commence, ou dans sa rééducation qui a lieu du côté de Portland, si je ne dis pas de bêtises, un côté assez détaché, et donc forcément on s'inquiète à la fois autour du joueur et à New Orleans, et c'est là qu'on en vient en effet à ces propos de JJ Redick, comme tu disais.
Non, mais il a raison. Il y a un côté, il y a des choses qui transparaissent, qui ne laissent pas, qui ne montrent pas le meilleur côté d'un leader, ce qu'on attendrait vraiment de Zion Williamson. Je vais venir à la défense de Zion, mais plus tard. Pareil. Plus tard. Enfin, à la défense, c'est un grand mot. Mais aux circonstances atténuantes. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que très peu de temps, genre quasiment le lendemain, à peine plus de 24 heures après cette attaque en règle de J.J. Redick, c'est CJ McCollum lui-même qui va venir à la défense de son coéquipier Zion. Tout à fait. En sortant du genre, ça y est, j'ai parlé avec Zion, on s'est parlé, on va bientôt se reparler de nouveau. Et en gros, il a dit « Leave the young fella alone ». Oui, tout à fait. Donc ça, c'est comme pour Britney, ça veut dire un peu « laissez-le tranquille ». Quoi. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a toute cette pression autour de Zion parce que depuis son arrivée en NBA, Zion, on connaissait le phénomène à Duke. Il y avait cette espèce de love story assez intéressante entre la ville et le joueur parce que Zion Williamson n'est pas, comme il l'a dit, un joueur exubérant dans ses propos. C'est pas quelqu'un qui adore les conférences de presse. C'est plutôt, comme on dit, un garçon du Sud et donc qui est plutôt dans un bon fit avec New Orleans. Ça démarrait assez bien, d'autant plus qu'on avait le transfert de Anthony Davis. Donc les fans avaient besoin de s'attacher à une figure qui leur était vraiment, qui pouvait les représenter et leur ressembler. Et du coup, d'avoir toute cette pression autour de Zion, là où ça ne va pas, et je veux bien ton avis, évidemment, les gens qui nous écoutent, c'est qu'il y a une situation qui n'est pas claire, et Zion ne fait pas le strict minimum, qui est de mettre les choses au clair. C'est-à-dire que le niveau d'expression de Zion Williamson depuis quelques mois, il est quasi nul. Zéro, néant. Quand est-ce qu'on l'a vu vraiment s'exprimer, Zion Williamson? Communication, tu veux dire. Ouais, tout à fait, communication. Sur les 6 derniers mois, Zion, quand est-ce qu'on l'a vu s'exprimer? Non, mais t'as raison. D'ailleurs, depuis le début, la communication, on avait déjà, pas dit ça comme ça, mais on avait déjà émis cet angle-là lors de sa première saison, où il joue 30 matchs. C'est ça, c'est ça. Ou combien il joue? Je vais te dire ça tout de suite. Il en joue exactement 24. 24, ouais. Voilà. Où déjà, on s'était dit, pourquoi on n'a pas de nouvelles et tout. Deuxième saison, il joue plus, il joue une 60aine de matchs, il envoie du sale. All-Star. Genre, on était là, on fait oh là 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 là. T'es d'accord? Chaque. On était là, genre putain, personne peut l'arrêter en fait. Chaque. En fait, il a pas de shoot, mais c'est pas grave. Enfin, tu vois, genre, non, c'est vrai, c'était spécial. Bien sûr. Oui, c'est ça, ça comparait un mix entre Shaq et Larry Johnson. Là, ça y allait avec les du grands. Petit Barclay au calme. Ouais, c'est ça. Au calme. C'est ça. Barclay en plus lourd, Barclay avec plus de détente. Voilà. Moins de rebond aussi. Mais il a toujours été introverti. Ouais. Et la communication autour de lui a jamais été ouf. La communication d'une manière générale, côté Pélican, on peut pas dire que ce soit Dell Demps ou que ce soit maintenant le staff de Blake Griffin, n'importe quoi, David Griffin, qui a repris la suite. Tu vois, là, sur la blessure depuis le début de saison, on apprend au petit à petit. Oui. Les choses au fur et à mesure, au petit à petit ça se dit pas, on commence à comprendre que vraisemblablement c'est la saison blanche, après, à voir. C'est pas encore acté, non, mais là il y a un nouveau truc au pied, on sait pas trop où ça va le mener, on arrive gentiment au mois de mars, quand même, tu vois, genre... c'est sympa, c'est sûr. Il va pas y avoir beaucoup de matchs, et si les Pélicans se qualifient pas en play-off, et Dieu sait qu'ils en sont quand même assez loin, on verra peut-être pas Zion sur cet exercice 2021-22. Donc je comprends que ça travaille des gens. Si en plus le mec est pas foutu d'envoyer un SMS à McCollum, salut Christian James, bienvenue à New Orleans, franchement j'espère bientôt pouvoir jouer avec toi, on va s'éclater. Putain, c'est le strict minimum. Et c'est là tout à fait. Là, pardon, vas-y, je t'en prie, finis. Je me pose la question de qu'est-ce qui branle dans le front office des Pélicans et qu'est-ce que ça branle autour de Zion, parce que le joueur soit introverti, il a que 22 ans ou 21 ans. Oui, tout à fait, on peut pas lui dire, il a 20 ans, Tu vois, qui soit... Oh non, je crois qu'il a quand même 21 maintenant. Oui, enfin, il est jeune, il est très jeune. Ouais. Que le mec soit pas bon en communication, lui, naturellement. Tu vois, qu'il n'ait pas le bon mot en conférence de presse, comme certains jeunes joueurs qu'on voit débarquer, je sais pas, Anthony Edwards chez les Wolves, l'autre il a peur de rien, il s'en fout, il gère déjà les journalistes. Il gère déjà les journalistes, le mec. Tout le monde peut pas être comme ça. Ouais. Et là, je trouve que c'est aussi à l'entourage d'agir. Il y a quelqu'un qui doit lui taper sur l'épaule. Aïe, tiens, ça fait mal, tu vois, voilà. Ouais, bien sûr. Il doit lui dire, gros, faut que t'envoies un SMS, là. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. Je comprends pas ça, moi. Le plus gros problème, c'est qu'on est sur deux camps qui, sur les derniers mois, n'ont pas été non plus complètement alignés. Prenons les choses camp Lesquels par camp. Camps tu parles ? On a le camp New Orleans, c'est-à-dire la franchise. Il y a
eu des décisions qui ont été prises par David Griffin qui font que le niveau de stabilité de cette franchise, on a suffisamment fait de punchline tous les deux. Il y a eu, je veux dire, Zion Williamson, là, on est en train de le dire, il joue pas sa 3e saison, il aura quand même eu 3 coachs. Enfin, je veux dire, de base, le niveau d'instabilité des Pélicans, il est réel. Et on avait eu un dossier sorti sur The Athletic, l'excellent William Guiori, que vous pouvez suivre, qui gère à la perfection la couverture des Pélicans. Il y a quelques mois, je crois que c'était à l'été dernier, on avait un gros dossier qui était sorti sur le fait qu'autour de Zion Williamson, donc ses proches, sa famille, il commençait à y avoir un niveau d'insatisfaction en mode putain, c'est quoi ce bordel dans cette franchise ? Il y a Stan Van Gundy qui débarque, ça dégage. Il y a des joueurs, on ne sait pas s'ils vont rester là. Il y a un vétéran qui clash JJ Redick sur podcast le fait qu'il n'a pas été respecté. Et donc du coup, déjà, côté New Orleans, il y a une franchise où le niveau de satisfaction autour de David Griffin a quand même été assez bas. Et de l'autre côté, comme tu le disais, le côté... touche-lui l'épaule, ça fait mal, mais il faut que tu fasses quelque chose. Ben, je me demande si, dans le camp Zion Williamson, qui est donc l'autre camp, eh bien, il y a cette véritable volonté d'être investi dans la franchise. Parce que si tu l'étais vraiment investi dans le projet, à fond, le texto, il est envoyé. La manière de s'adresser aux médias et de dire « stop, ça suffit », ça serait réglé. La dernière fois que ça s'est passé, c'était au camp d'entraînement, et il était très content, Zion Williamson, de dire « ah bah, je suis content qu'on me pose une question sur le management, je suis très content d'être à New Orleans, je pense que ça va bien se passer », et on y croit. Mais, autour de Zion, ce qui est vraiment en train de traîner et qui fait flipper forcément des fans de New Orleans et les fans d'ailleurs, c'est que le niveau d'engagement et de satisfaction de Zion Williamson dans sa franchise, eh ben, il est super bas. Il est même pas avec ses coéquipiers là. Il l'a été à certains matchs, il a été présent, mais il y a beaucoup de points qui sont en train d'être rapportés où, quand on voit un joueur qui se comporte comme ça veut pas dire qu'il est à fond dans le projet. D'accord, effectivement. Je suis d'accord. Ça, c'est chronologiquement, c'est vraiment le flipper. C'est sûr, mais par contre, en termes de jeune joueur, qui est un numéro 1 de draft, qui a un potentiel, on va y revenir, genre assez fou. Il a aussi un potentiel blessure assez fou. Mais il a un potentiel de basketteur complètement dingue. Et on a vu. Ça sent la machine offensive que personne ne peut stopper, point barre. À part les blessures. Et là, il est blessé. Là, il a du mal à s'imposer en NBA. La NBA, ça va très très vite. Si tu commences à trop te blesser, on t'oublie. Zion Williamson, cette saison, il n'existe pas. Et nous, les fans, les observateurs, tout ce que tu veux, on s'en fout. On n'en a rien à foutre. On a une très belle saison, on a plein de gros joueurs qui s'éclatent. Zion Williamson ou pas, la NBA, elle continue son chemin. T'as Ja Morant, t'as Trae Young, t'as Jason Tatum. Je veux dire, des jeunes qui déchirent, c'est pas ce qui manque. Bien sûr. T'as une course au MVP complètement dingue avec des immenses monstres entre Jokic, Giannis, machin, Embiid et tout. Donc, Zion, c'est aussi à lui de faire ce qu'il faut pour travailler son éthique de joueur, et pas que son éthique de travail et d'entraînement, son éthique de joueur et son image. C'est-à-dire que qu'il soit pas content avec les Pélicans, ok, je peux comprendre, franchement, t'as très bien dit, Bastien, 3 coachs, tout ça, c'est nimp, les transferts, on comprend rien, parfois, faut le dire aussi, ça, on comprend rien et tout, ça prend des jeunes, ça les fait pas jouer et tout, machin, ok. Par contre, ne pas envoyer, ne pas prendre contact avec CJ McCollum, qui est un joueur de talent, qui est un joueur qui a montré qu'il était... Bon, il n'a jamais été All-Star, mais honnêtement, il en avait plus ou moins le niveau, on va dire, tu vois. Qui est un vrai ball handler, avec lesquels, de manière évidente, tu peux t'éclater d'un point de vue tactique, en tout cas. Il faudrait déjà le tester sur le terrain, mais sur le papier, franchement... Je vois pas comment ça peut ne pas vraiment marcher, en fait, tout ça. Il y a des choses à faire. Qui, en plus, plutôt un joueur sympa, avec une bonne réputation, CJ McCollum, tu vois, un gars bien. Ouais. C'est pas comme s'il accueillait une tête brûlée dans son équipe, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Il n'y a aucune raison. Et en fait, ça vient de lui. Alors, boudé dans son coin, ouais, la franchise, gna, bah ouais, mais en fait, c'est aussi lui, du coup, qui va en pâtir. Ouais. Parce que là, t'es GM, tu te dis, attends, ouais, il est tout le temps blessé, il a 15 kilos de trop, et encore, je suis gentil, et en plus... Il est pas sympa avec ses coéquipiers, bon, c'est pas un leader, quoi. En gros, c'est pas un leader. C'est peut-être la question qu'on viendra à se poser, c'est qu'il y a dans l'histoire de la NBA des phénomènes qui débarquent et on se demande où les ranger. On se dit, est-ce que ce sont des, entre guillemets, patrons, mal alpha, franchise players, est-ce qu'on y va ? Ou est-ce que ce sont des excellents numéro 2 ? Je pense que New Orleans a notamment un bon historique là-dessus. Certains se posaient la question sur Anthony Davis.
J'ai pas envie de relancer le débat, mais on se l'est posé aussi. On était là en mode, tu sais, Alex, nous on a eu des discussions, on s'est dit les tout débuts de Giannis à Milwaukee, on se posait des questions. Bien on avait sûr. fait nous des 30 prévus en 30 jours, on disait le leadership de Giannis, aussitôt, comment ça se passe, est-ce qu'il peut faire des gueulantes? La question, elle est terminée, elle est basta, torchée. Cosy, c'est torché. Mais le travail a été fait parce que Giannis était arrivé pareil à 18-19 piges et on se disait, bon bah faut peut-être lui donner un peu de temps. Mais là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est que le strict minimum n'est pas fait. Et ça, c'est pas normal. Et lorsqu'on est franchise player, il faut le faire. Même quelque part, lorsque tu es co-franchise player, ou tu es numéro 2, numéro 3, ou même de la simple sympathie, si t'envoies pas un message à CJ McCollum, c'est une erreur. Et en plus, c'est pas comme si CJ McCollum était là pour 6 mois avec une free agency à venir. CJ McCollum, il est sur contrat, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir dans ton effectif par la suite. Et vu qu'il est sous contrat, et que Brandon Ingram, il est sous contrat, tu me vois venir... On va arriver sur une situation où Zion Williamson, cet été, il va pouvoir demander un contrat max à New Orleans. Et honnêtement, quand tu vois ton joueur qui se comporte comme ça, le talent, il est indéniable. Mais est-ce que tu te poses des questions sur le contrat max ou pas, en fait? Tu te poses des questions, mais pour moi, il n'y a quasiment pas de cas où on ne lui met pas un contrat max sur la table. Je préfère te le dire. Alors, ça sera vraisemblablement un contrat max avec plein de clauses, des injury clauses et tout machin. Ouais, voilà, c'est ça, à la Embiid à l'époque. Ouais, mais honnêtement, même s'il a très peu joué et qu'on l'a vu à peine plus de 80 matchs en 2 saisons, je sais pas, je pense que le talent pur, si les Pélicans proposent pas le max à Zion Williamson, il y a que 2 options possibles. Soit David Griffin est vraiment mauvais, soit... Il y a des choses qu'on sait même pas, et genre là, ce qu'on voit, c'est juste la face visible de l'iceberg. Tout à fait. Mais en fait, en interne, c'est l'enfer, et ils disent malgré le talent, on peut pas le payer, on veut pas le signer. En fait, c'est pas une histoire d'argent, c'est juste qu'on le veut pas chez nous. Enfin, tout à fait. C'est des choses qu'on ne sait pas encore, et ça se trouve il y a des pressions familiales via le management. Mais sinon, il va avoir le max et il va faire partie des joueurs ayant le moins joué avant d'avoir un max. Tout à fait. C'est quasiment sûr. Je rappelle justement dans la prolongation de ce que tu dis là que Joel Embiid était arrivé comme un phénomène en NBA. Kansas, 2 premières saisons, Blanche. Arrive, joue 30 matchs et a pris un contrat max avec des clauses de dingue dedans. Donc c'est déjà un cas qu'on a pu connaître où il y avait une trentaine de matchs joués justement par Joel Embiid. Précisons qu'on parle bien d'extension max de contrat rookie. C'est-à-dire à la fin de la 3e année, c'est là où arrive Zion. Tu verrouilles. Et ça démarre après la 4e année. En fait. C'est ça, c'est ce qu'on a pu voir là cet été avec, comme vous l'avez vu, l'extraordinaire draft 2018 avec catching pour Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Trae Young et compagnie, etc. Toi, voilà, on en a vu pas mal. Michael Bridges, il a pris une petite extension aussi. Tout à fait, en attendant DeAndre Ayton. Non, pas Ayton, non. En attendant Ayton. Mais donc, on peut avoir cette extension. Moi, là où je suis d'accord, c'est que New Orleans ne peut pas se permettre de perdre Zion Williamson. Quelque part, je pense que Zion Williamson ne va pas croiser dans sa vie, avec tous les antécédents de blessures qu'il peut avoir, ne va pas croiser dans sa vie tant de fois que ça un contrat max, donc je pense que ça va se faire, notamment parce que New Orleans ne peut pas se permettre de le perdre contre Peanuts quelque part. Et là, on est sur une extension de contrat, donc il pourrait être encore dans la franchise, mais tu sentirais déjà que le pont, il est en train de cramer. Donc, je pense que le contrat max, il va tomber, avec des clauses, comme on l'a dit, de dingue, comme pour Embiid, c'est-à-dire, tu peux avoir tel contrat max si tu coches ces cases, donc pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire tant de total de minutes jouées, tant de matchs, des statistiques, des accomplissements, All-NBA, All-Star, etc. Mais dans quelle ambiance tu es? Parce que là, tu viens d'avoir McCollum et Ingram. Enfin, Ingram a été prolongé, McCollum, tu viens de le recevoir. Il y a quelque chose de très positif autour de Willie Green et de Herb Jones, là notamment. Willie Green coach et Herb Jones en tant que rookie. Et il y a des choses à construire, quoi. Même Jonas Valanciunas, il a été prolongé. Il faut que tu saches absolument comment ça se passe vraiment dans la tête de Zion, parce que là, c'est le flou et l'incertitude totale, et tu peux pas te permettre, en fait. Tu peux pas. Non, tu peux pas te permettre. Et donc, c'est toute la question, c'est ce que je te disais en intro de ces histoires de contrat, c'est que pour moi, si jamais il n'y a pas de max, ceux auxquels je crois peu, c'est à mon sens que vraiment, il y a, mais c'est même plus anguille sous roche, quoi, c'est baleine de ouf, c'est le cas de le dire avec Zion, mais il y a une grosse baleine planquée sous un gravillon, c'est sûr. Et on le découvrira derrière. Mais sinon, limite, les questionnements, c'est même pas autour du contrat, moi, que je les ai, c'est plus des questionnements tactiques de genre...
Comment tu fais jouer tout le bordel? Comment tu fais jouer McCollum, Ingram, Zion, tu vois? Valanciunas. Oui, et Valanciunas, mais à la limite, s'il faut pas faire jouer Valanciunas, fais pas jouer Valanciunas. Ouais, mais bien sûr, mais tu viens de le prolonger, donc on se posera, on se dira. Ouais, tu le traderas, tu le bricoles, c'est pas grave en fait. Tu prends un pivot qui stretch et tu lui dis, mec, je veux jamais te voir dans la raquette tes pivots, mais je veux jamais te voir dans la raquette. Voilà, c'est simple. Des McCollum et des Ingram, franchement, sont des très bons joueurs avec des vrais shoots, avec du vrai handle, de la création, un vrai jeu mid-range. Ça peut fonctionner autour d'un Zion. Alors ça peut fonctionner déjà tout seul. Ils ont déjà montré la. Même avec un Zion qui prend beaucoup de place dessous, ils peuvent jouer. McCollum, c'est pas un mec qui provoque 8 lancers par match et qui a besoin de la raquette. McCollum, non, bien sûr. Et ça fit assez bien là. On a vu les premiers matchs là, notamment à Phoenix, il y a eu une très très belle victoire, une grosse victoire des Pélicans avec un très gros Ingram, très gros McCollum, et les deux. Ça se voit, ils s'entendent bien. Ingram l'a dit mot pour mot, et c'était quelque chose d'assez intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de mentionner sur les Pélicans. Ingram disait que c'était bien d'avoir quelqu'un qui s'assure que tout le monde doit être au taquet. Et McCollum a ce respect-là dans la NBA, c'est-à-dire de dire « Ok les gars, ça taffe, on y va. Moi j'ai connu du Game 7 en demi-finale de playoff. Je sais comment ça se passe dans ces cas-là. J'ai bossé avec Lillard, j'ai bossé avec des grands de cette NBA. Donc d'avoir cette espèce de daron qui débarque, je pense que c'est très bien pour New Orleans, ça va être super pour Brandon Ingram, et donc les deux, je sens que ça va très bien se passer, mais c'est vrai que Zion, si là tu prolonges et qu'en termes de fit ça se passe pas très très bien, attention. Ça peut vite être la merde. Ça peut vite être la merde, mais ce que je dis, c'est voilà, pour moi, les vraies incertitudes ne sont pas tellement au niveau contractuel, vraiment, je pense qu'on va lui mettre un gros chèque sur la table, un chèque avec des bonus et des malus à discuter, beaucoup de variables en gros dans le contrat, mais plus la question tactique où tu as vraiment un truc théorique hyper intéressant à faire entre la force bestiale de Zion et le côté smooth technique de Ingram et de McCollum, parce qu'Ingram est super smooth. Ingram, c'est pas qu'il provoque pas de lancer et tout, mais il est plus dans l'évitement, dans l'enroulement, dans le toucher et tout ça. Bien sûr. C'est vrai, hein. Et les trois, Zion, McCollum et Ingram, sans pour autant être des grands créateurs, sont des bons passeurs. Bien sûr. Zion l'a montré, Ingram l'a montré, McCollum l'a montré. Donc si t'as trois mecs, en fait les trois savent créer balle en main. Il y a un vrai truc à travailler, hein. Si t'as un poste 1 travailleur qui sait mettre des 3 et qui défend, et que tu as un intérieur, Valanciunas, pourquoi pas, mais ou tout autre intérieur un peu moderne avec des qualités athlétiques du rebond en gros, hein, et pourquoi pas un peu de 3 points, tu vois, mais faut peut-être pas trop en demander, mais tu as potentiellement un 5 majeur ultra intéressant et assez moderne, puisqu'aujourd'hui on est dans une NBA quand même dominée par ce genre de joueurs, à la Ingram, McCollum, bon Zion évidemment, mais tu vois, donc bien sûr. Non, mais c'est intéressant. Tout le. Je pense que un des trucs les plus fascinants, et on aura l'occasion d'en faire un apéro, ça va être la deuxième partie de saison là, des Pélicans, parce qu'on sait aussi qu'il y a des managements qui prennent leurs décisions par rapport à ce qui s'est passé là à court terme. On sait que cet été, notamment, David Griffin voulait avoir ce meneur vétéran. Tu sais, il y avait beaucoup de rumeurs sur Chris Paul, Kyle Lowry. Il avait essayé d'avoir ces gars. Bon, au final, il a terminé avec Satoransky, basta. Hein, et Lonzo Ball, il fait ce qu'il faut à Chicago quand il est sur le terrain. Ils ont terminé avec Devonte Graham, so be it. Mais il a pris McCollum, qui n'est pas meneur, hein, clairement, mais qui est un vrai guard vétéran, quoi. Il s'est rattrapé tout à fait à la trade deadline. Maintenant, je vous montre juste le classement parce que un des trucs les plus intéressants à surveiller, c'est que vous voyez aujourd'hui New Orleans, ils sont en 11e place, 24 victoires, des Blazers. 36 défaites, tout à fait. Les Blazers, 25 victoires, 35 défaites. Bon, on reparlera des Lakers par la suite, mais tu sens qu'il y a la possibilité de faire un push du côté de New Orleans. Et si tu fais ce push-là avec McCollum et Ingram notamment en front, parce que comme tu l'as dit, fracture du pied, gros, tu vas pas retrouver Zion d'ici après-demain. Attention à ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire contrat max en effet qui est signé, puis la saison d'après, ça démarre pas tip-top, parce qu'au niveau stratégique, c'est dur de faire travailler tout ce monde-là, que les antécédents qui ont eu lieu la saison précédente reviennent, c'est indéniable, sur la table, c'est-à-dire, mec, quand c'était trop bien, t'étais pas là, quand tu débarques, c'est la merde, t'es pas assez investi dans le truc, c'est fragile, hein, la NBA, comme tu l'as dit tout à l'heure, lorsqu'il y a des collisions de groupe, ça peut aller très vite, tu peux dire genre, en fait, si j'ai un gros meneur et qu'en fait je développe Earl Jones, je peux peut-être avoir un gros meneur, McCollum, Ingram, Valanciunas, un 4 qui fit, et avoir des potentielles contreparties de transfert contre Zion. Je sais que c'est tôt pour parler de ça, mais franchement, Alex, je préfère anticiper parce qu'en septembre, on fera les 30 privés en 30 jours.
le terme transfert et Zion Williamson, je pense qu'il peut arriver beaucoup plus vite que prévu. Ouais, je suis pas sûr, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense vraiment qu'il va y avoir l'extension et qu'il va la prendre. Ah non, attends, je parle d'extension, mais une fois l'extension qui est terminée, attention à la saison prochaine. Peut-être. C'est marrant. Moi, en fait, je trouve que Willie Green est un coach intelligent, qui n'a pas eu un début de saison facile, mais pour un coach rookie, mais qui commence, mine de rien, à mettre des choses en place avec des vrais choix. Non, c'est bien, c'est bien. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que le fit, ce qu'on appelle le fit technico-tactique, quoi, est pas si compliqué. Non, je dis pas que c'est easy, hein, mais c'est pas un truc de ouf entre McCollum, Ingram et Zion. Oui. C'est possible vraiment. Qu'après, il faut voir ce que tu mets en 1 et en 5, mais sur les postes de 3-4, là, en fait, t'as des joueurs, voilà, Ingram et McCollum, si Zion fait le bestiau dans la raquette, ils peuvent jouer autour. Zion, c'est un mec qui sait faire des passes quand ça coupe intelligemment, backdoor et tout, on l'a vu vraiment bien lâcher son ballon. En transition, ça peut être un trio vraiment absolument dingue. Pour Willie Green, c'est pratique parce que quand tu les fais tourner, bah, tu peux presque tout le temps en avoir 2 des 3 sur le terrain, quand t'as pas les 3, ce qui est assez intéressant. Donc je pense qu'il y a vraiment des trucs tactico-techniques à développer. Non, moi, ce qui me fait le plus peur, en fait, c'est ce que tu as dit sur la fin, c'est le côté investissement de Zion dans la franchise, évidemment, mais aussi dans est-ce que ce jeune joueur au physique ultra atypique, pour moi elle est là la grosse question, est-ce que ce jeune joueur au physique ultra atypique, il est ultra atypique, je veux dire le mec, non, on n'a jamais vu ça. On nous dit il fait 2 mètres, mais franchement des fois j'ai l'impression il fait à peine, une tête de plus que moi. On fait la même taille. C'est ce que je veux dire. Bon, le mec on nous dit il fait 120 kilos, 120 kilos, il faisait 120 kilos à l'adolescence. Non, là il fait 140 kilos, vraiment. Et bon, quand ça, il jouait, sais pas, mais en tout cas quand il jouait, il était plus à 128, 130 kills. Ouais. Il les bouge d'une manière complètement invraisemblable, faut le reconnaître. On n'a quasi jamais vu, bien sûr. En termes de vitesse au sol, les appuis, c'est un truc de fou. Et alors la détente, le haut du corps, il peut prendre tous les contacts de la terre. Il en a absolument rien à foutre. Il a un toucher absolument dingue. On va pas refaire la palette offensive de Zion, mais c'est un truc de fou. Et donc, toute la question est de savoir... Cette espèce de mec bizarre un peu, t'as l'impression qu'il va tomber là quand il marche, que ça tangue, et tout d'un coup quand il se met à courir ça devient un truc de fou. Est-ce que ça peut être fiable dans la NBA moderne, et est-ce que tu peux miser sur le long terme sur lui? Parce que ce qui peut les niquer, c'est ça démarre bien, par rapport à ce que tu disais, tu vois, moi je pense que ça peut bien démarrer. Par contre, Zion, il arrête pas de se blesser, tu vois. Et du coup, c'est ça. T'as beau avoir une Ingram et McCollum, mais ça gâche tout à chaque fois, quoi. C'est l'inquiétude. Et avant même qu'il ait mis un orteil en NBA, on se posait la question. On avait vu ce qui s'était passé à Duke, et avec Zion, on s'est dit, ok, c'est le numéro 1 de draft, pas de problème, mais il y aura toujours est-ce que ce joueur peut tenir toute une carrière? Et là, au bout de 2 ans et demi, on est en train de se poser les questions, en gros, en gras, en souligné, police, taille 72. Donc, c'est sûr et certain que le niveau de flip, il va être là. Je veux dire, même la saison prochaine, en effet, ça démarre bien. Et il y a ne serait-ce que Zion Williamson doit être absent 10 jours parce qu'il y a eu une petite gêne au pied. Les gens vont être flippés parce qu'il va y avoir un antécédent. Et ça, après, ça va être le dos, et puis après, ça va être... Enfin, tu vois, genre, tout à fait. Quoi. Mais en même temps, indéniablement, lorsqu'on faisait aussi des apéros en sortie de contrat max de Joel Embiid, on était tous terrorisés. On était tous terrorisés lorsqu'on voyait le level de Joel Embiid et qu'on disait le mec, il y a 2 saisons blanches, on ne sait pas ce qui se passe avec ses cannes, on a déjà vu ça, et si ça se trouve, les Sixers font un choix un petit peu trop osé, et aujourd'hui, Joel Embiid, on parle d'un des 10 meilleurs joueurs de la planète, hands down. Donc il existe aussi ce scénario-là. Et à l'époque, Bastien, il y avait même, rappelle-toi, il y avait des rumeurs sur le comportement d'Embiid, son éthique de travail, est-ce qu'il est capable, il y avait ça. Tout à fait, c'est pour ça que je le remets sur la table, c'est qu'il y avait un template en fait de très flippé, qui ensuite a été complètement balayé par Joel Embiid, mais attention, on n'est pas sur le même niveau pour le moment de joueur ni d'attitude, c'est-à-dire que Joel Embiid, il est arrivé d'entrer en NBA et il a fait... Ok les gars, ça se passe comme ça. En fait, moi,
personne ne peut me jouer et surtout j'ai un niveau de confiance maximale et d'investissement qui est indéniable. Joel Embiid le premier jour et par la suite il a continué à dire Philly j'y vais, trust the process, on y va, je suis le représentant de ce putain de bordel à Philly et on va me suivre jusqu'à la terre promise. Et malgré les blessures. Hein. Malgré les blessures. Parce que le mec il a pas fait une saison complète du tout depuis qu'il est là. Je veux dire, tous les ans il rate 25 matchs. Hein, Joel Embiid, en fait. Mais il n'y a plus rien à redire. C'est-à-dire que Joel Embiid maintenant il est là, on dit genre ok bah juste il est là et après attention. Il y a à redire quand il se blesse en play-off et qu'il n'est pas à 100% sur les séries où il faut qu'il soit à 100%. Mais ça, Zion, il en est même pas là, puisque pour l'instant, il s'agirait d'y aller déjà en play-off. En fait. Tout à fait. Donc c'est pour ça que le niveau de flip, je suis totalement d'accord, ça va le suivre. Et donc il existe un scénar à la Embiid où en fait ça se transfère bien. Ouais. Mais moi, je suis désolé, là. La manière dont ça se dirige, là, la façon dont ça se dirige... c'est très très inquiétant parce que lorsqu'on a vu par le passé des dossiers du type juillet, gros dossier, la famille est pas contente, instabilité de la franchise, avant le transfert de McCollum, Alex, on en avait parlé, on était là en mode attention à la trade deadline parce que s'il y en a un qui est sur le siège éjectable, c'est David Griffin. S'il commence à y avoir des situations, là ça va, hein, du coup, avec le transfert de McCollum, je pense que ça a bien calmé 2-3 choses. Mais surtout vu la contrepartie qu'il a envoyée. Et vu la contrepartie qu'il a envoyée, il n'y a pas de problème. Mais si ça se passe pas très bien pour New Orleans, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire un David Griffin qui saute, il y a des choses on ne sait même pas. Ça se trouve, il peut y avoir un mec du staff qui saute, il peut y avoir un Willie Green même qui... Je ne pense pas qu'il va sauter, qu'on soit d'accord. Mais le niveau de flip est tel dans la famille qu'il y a ça qui a été dit en juillet. Ensuite, tu as un camp d'entraînement où il y a eu des workouts où Zion Williamson n'était même pas avec ses coéquipiers. C'est même pas une question de jouer avec, c'est juste d'être avec ses coéquipiers. Que derrière, il y a des séquences qui font le buzz total lorsqu'il est de passage à New York et où il y a genre, c'est vrai que le Madison Square Garden, quand même, c'est un rêve de gosse, j'adorerais trop y jouer. Quand tu commences à enchaîner, tu sais... Il va au Knicks, sa carrière, elle est finie. Non, mais si tu commences... Non, faut pas faire ça. Je suis pas en train de dire ça, je dis juste que dans ce genre de dossier, tu en as connu des centaines comme moi, eh bien, on est souvent amené à dire putain, tout était écrit quoi. C'était noté que en fait le mec ne voulait pas être là et tous les éléments qui sont montrés par Zion, je parle de ces dernières semaines, c'est vraiment je suis pas trop dans le projet. Précédemment ça allait, il disait New Orleans, j'adore, tout va bien super. Mais là ces dernières semaines et derniers mois, ça montre plus un mec qui est pas trop dans le projet qu'autre chose, ce qui est donc totalement différent d'une comparaison avec Embiid qui lui a juste dit... Non, mais ça je suis d'accord. Hein. Philly c'est le sang. C'est pour ça tout à l'heure je disais, le joueur, on peut dire ce qu'on veut, les blessures, machin. À un moment donné, quand il n'y a pas un petit WhatsApp ou un petit SMS qui part là, c'est le joueur. Ah, bien sûr. C'est à lui de faire ça. Va nous dire quoi? Va nous dire qu'il n'avait plus de réseau? Non. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je suis d'accord avec toi, et là je te rejoins. Et je rejoins limite Reddick, hein, même si je trouve que les termes qu'il a employés sont vraiment les termes d'un mec qui a un bon gros somme vis-à-vis des Pélicans. Moi j'ai bien aimé. Hein. Ouais, mais moi, non, mais d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. Il est pour une équipe, une de ses anciennes équipes, il les a. Bon, il a sorti le sabre. Hein. Bien sûr. T'es d'accord, hein? Il a sorti le sabre. Moi, j'attends la prochaine. Hein. La prochaine sur... Enfin, je veux dire, le jour où David Griffin... on lui souhaite pas, hein, le jour où David Griffin n'a plus son poste à New Orleans, allez regarder First Take. Ah bah ouais, c'est clair. Parce que là, il va arriver, il va faire alors, bougez pas. Alors. Oui, David Griffin, non mais c'est sûr. Donc, ça sent aussi ça. Mais dans le fond, il a raison. Le côté manque d'investissement est réel. Et va être problématique. Parce que si t'es les Pélicans, honnêtement... Je vois pas trop comment tu peux faire autrement que de lui filer le max avec des injury clauses et tout le bordel. On est d'accord, mais quand même, c'est le max. Je vois pas comment... Tu vas faire quoi? T'es là, ouais, on l'a pris en premier draft, mais vu qu'il était blessé, puis maintenant on le sent pas. Donc du coup, on le signe pas? On lui donne la qualifying offer? Non, je pense que... Non, c'est sûr. Il y aura du max. Je pense qu'un des éléments, comme on a dit, sportif, donc ça à suivre, c'est les prochains matchs des Pélicans, voir s'ils peuvent intégrer le play-in tournament, parce que c'est notamment une des motivations de ce groupe qui fonctionne bien avec des choix qui sont assez tranchés de Willie Green et qu'on valide. Je pense que la prochaine situation, ce sera notamment voir la relation entre Zion et les membres de la franchise. C'est-à-dire, les joueurs, je m'en fais pas trop. J'ai l'impression que... vas-y, là c'est juste une histoire de contexte. Je me dis que en fait les gars vont dire ok, vas-y, leave the guy alone, comme CJ McCollum a dit, et ils vont s'entendre. Par contre, lorsqu'on est sur un joueur comme ça, où on a déjà eu sur sa saison rookie un staff médical de franchise versus un avis familial et un staff médical personnel, ce genre de situation on a déjà connu, souvent ça finit mal. Hein. Salut les Spurs. Bref. C'est vrai ou pas? Bref. Mais bien sûr. Mais dans ces cas-là,
faudra voir aussi quelle est la différence entre un joueur qui dit « moi j'avais prévu de revenir à telle date » et un staff qui dit par exemple « il faut être encore patient parce qu'on vient d'investir sur toi ». Parce que quand tu mets 200 millions de dollars sur un gamin qui dit qu'il est prêt pour le training camp et qu'en fait au training camp on dit « tu vas peut-être faire juste les 3 contre 3 et pas les 5 contre 5 », attention. Oui. Attention, il y a encore plein d'étapes. Est-ce qu'on va le revoir sur des petits bouts de match ou d'un tout petit échantillon d'ici la fin de saison ? Je pense que stratégiquement, il faudrait. Bah oui, mais est-ce que c'est possible physiquement ? Je sais pas, moi. On a très peu d'infos à ce niveau-là. Hein. Là, on a appris qu'il allait falloir peut-être retravailler sur son pied droit, mais en fait, pied droit, je crois, ouais. Bref, mais en fait, on sait pas combien de temps, quel genre d'intervention et tout. Hein. En fait, rien que déjà, si tu joues pas, si tu pouvais déjà clear the air au micro, ce serait déjà formidable. Rien que déjà. J'ai pas l'impression que ça soit trop dans la personnalité de Zion. Ça. Mais ouais, mais en fait, quelque part, désolé, je m'en bats les couilles. Enfin, là, Zion, t'es numéro 1 de draft. Genre là, il faut que tu prennes le micro. T'as pas le droit de. Tu peux pas dire, je veux tout le glam, les strass, les paillettes, les contrats, les grosses pubs, etc. Et derrière, ah non, il y a des responsabilités. Non, je veux pas. Ça va avec. De toute façon, il va pas avoir le choix parce que là, entre Redick, McCollum qui l'a défendu, le mec, enfin, tu vois, il va pas avoir le choix. Il va y avoir un moment, il va devoir expliquer, dire des choses, c'est sûr. C'est sûr. Je sais pas comment ça va se terminer cette histoire. Est-ce que tu penses que New Orleans peut faire le play-in tournament ? Oui, je pense que genre ça rattrape les Blazers. Ouais, ils sont pas si loin que ça derrière. Ils ont une équipe, à mon sens, plus opérationnelle que celle des Blazers, qui sont vraiment dans un rebuild, vraiment, tu vois, full. Enfin, il y a beaucoup de choses encore à gérer. Ils viennent de perdre Nurkic, en plus, si je dis pas de bêtises, les Blazers. Ah, mais ça joue bien. Et je dis pas que ça joue pas bien. Hein. Je te dis juste que, ils sont marrants. Bien sûr, Anthony Simons, tout ça, ça joue très bien, bien sûr. Mais je pense que McCollum, Ingram, ils ont montré pas mal de choses intéressantes avec des joueurs qui jouent un peu dur autour, là, Herb Jones, Valanciunas, tu vois. Bon, là, ils n'ont pas de peau parce que dans le trade des Blazers, ils avaient Larry Nance Jr., mais Larry Nance Jr. est blessé. Donc, non, moi, je pense que oui, c'est possible. Les Pélicans peuvent arracher un petit slot là tranquille pour aller se faire défoncer en play-in, ouais, bien sûr. Ou quoi que, hein. Tu sais, sur 48 minutes, bien sûr, tout est possible. Let's go. Hein. On verra surtout si tu affrontes ces Lakers, quels Lakers c'est, etc. Enfin, ça va être toute une bataille. Je pose une dernière question parce que c'est celle évidemment la plus importante. Et les gens évidemment qui écoutent, je veux bien dans les commentaires que vous balanciez comme ça, après on pourra faire le point le 16 avril. Est-ce que Zion Williamson va participer à un match de la saison 2021-22 ? Moi j'ai l'impression que non. Mais il reste encore 1 mois et demi, hein, donc à voir. Mais j'ai l'impression que non quand même. Moi j'espère pour eux que oui, hein. Putain, parce que là c'est chaud. Là, attention, il y a des red flags de salaud. Allez, moi je vais dire oui. Un petit match. Let's go. Même un petit match et derrière, genre, oulala, ça a craqué dans tous les sens. Putain, et c'est horrible parce que là, tu vois, on rigole, on a fait des punchlines, etc. Mais purée, quand on voit sa 2e saison NBA, on n'a qu'une seule envie, c'est que ce mec soit à 100% et qu'il défonce les raquettes, quoi. Moi, j'ai trop envie qu'il revienne et qu'il mette tout le monde d'accord. Et vraiment, je maintiens, moi, avec Ingram et McCollum autour, t'as un trio. Au moins en attaque, après il faut voir comment tu défends avec ça, mais au moins en attaque, très 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 chiant à défendre. Dites-nous ce que vous en pensez. Déjà les fans de New Orleans qui évidemment se posent des questions sur la 2e partie de saison, comment ça va se passer autour de Zion, la paire McCollum-Ingram, ce que vous en pensez évidemment. Nous on va se tenir au courant, on va faire comme d'hab, je vais vous faire des bisous, laissez Alex avec le mot de la fin et on aura plein d'apéros à venir sur les prochains jours. Alex, t'as quoi pour finir ? Le mot de la fin, attention à toi, Zion, ça flaire de moins en moins bon malgré tout le potentiel, quoi. Clairement, hein, on sait, on en a vu d'autres, hein, des mecs comme ça hyper forts, hein, qui n'ont pas fait grand-chose. On est d'accord. Du coup, on vous attend dans les commentaires. On vous fait des bisous, très bon dimanche et à demain pour le meilleur jour de la semaine. Ciao. Des bisous. Ciao.